Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro. La vie est tellement plus douce lorsque l'OGC Nice a gagné le foot. Voilà, l'OGC Nice a gagné 3 buts à 1 au stade Océane contre le HAC. Une première victoire depuis 1985. Sur le même score que l'année dernière, seulement cette fois-ci c'est une victoire. Et pour revenir sur ce match, entre autres, et sur l'actualité autour de l'OGC Nice, j'ai le plaisir bien d'accueillir mes deux chroniqueurs du jour. Déjà, dans un premier temps, on va introduire Pierre, qui était au stade hier après-midi. Salut Pierre, comment tu vas ? Écoute, super, on revient de ce déplacement victorieux, donc on ramène les 3 points du stade Océane, ça fait vraiment plaisir. Peu de supporters, mais du coup on a bien pu profiter, donc on va débriefer tout ça. Et il est là, il a énormément de plaisir à être là, forcément. Matt, il s'est proposé pour faire ce numéro. Il avait vraiment cette envie débordante d'être présent. J'en fais trop, j'en fais beaucoup trop. C'est Matt qui a rattrapé. On embrasse d'ailleurs Nicolas, qui a permis à Matt d'être présent ce soir. Comment tu vas, Matt ? Déjà, j'éprouve une gratitude infinie envers Nicolas, qui m'a permis de voir ce chef-d'œuvre footballistique qui était ce Le Havre-Nice de fin février. Hors toute vanne, vraiment merci à lui. Deuxièmement, petite victoire, ça fait plaisir. Et en fait, bizarrement, j'avais d'autres plans, tu vois, ce week-end. Ce week-end, c'était pas ma priorité, Le Havre-Nice lunaire. Mais voilà, j'adore ce club et encore plus le club Pancho, donc je me suis fait ça en replay. Et je suis très très content de débriefer ça avec vous deux parce que ça fait un petit moment, je crois que je suis pas passé dans l'émission, je sais plus ça fait combien de temps, j'avais demandé des congés, le patron m'a dit non, tu reviens, on veut tes analyses fines et que tu nous racontes l'avenir, donc j'ai rappliqué. Tu étais là pour un magnifique Nice-Bodo Glimt. Choisis bien les matchs. L'OGC Nice, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de victoire à l'extérieur. La dernière, c'était le 11 janvier à Reims. Voilà. Une belle victoire, 3 buts à 1 sur laquelle nous allons revenir. Mais avant, les gars, je vous propose quand même qu'on aborde un peu un point d'actualité qui a été assez chaud ces derniers jours. C'est la prolongation du Comandante pour une saison supplémentaire. Au cours du mois de février, Dante alignera une 10e saison consécutive sous le maillot rouge et noir. Sportivement, les gars, on va en parler, mais c'est mérité. Ça fait aussi un beau chiffre rond, 10 ans à l'OGC Nice. Pierre, ça t'inspire quoi un peu cette nouvelle ? Et on sait que Hez aussi a forcé un peu dans ce sens-là pour permettre aux joueurs de faire une année supplémentaire et d'aller sur ses 42 ans. Déjà, effectivement, par rapport à ce que tu dis là sur le fait que Hez est forcé limite pour que Dante prolonge, je trouve ça assez dingue parce que s'il a dû forcer, ça veut dire que c'était pas forcément quelque chose d'évident pour les dirigeants, ce que je trouve bien dommage parce que quand même on voit que sportivement dans cette défense il apporte encore toutes les garanties, surtout quand on voit les défenseurs qu'il y a autour de lui, on sent pas qu'il y en a un très clairement qui se détache pour prendre la relève, donc il est toujours indispensable à cette équipe malgré son âge. Et quelque part aussi, je pense qu'il y a un côté symbolique. La boucle sera bouclée. 10 ans à l'OGC Nice. L'objectif pour lui d'atteindre peut-être les 350 matchs, ce serait magnifique. Et on aura donc une dernière cartouche pour tenter de gagner un titre avec lui. Donc pour moi, c'est vraiment un rêve de voir Dante soulever un trophée avec le gym parce que quoi qu'on en dise, ça restera, je pense, une des légendes du gym par son professionnalisme, par son abnégation et c'est notre commandanté, voilà, et 10 ans, c'est magnifique. Et je pense que quand il a signé en 2016, il avait 33 ans, je crois, ou 32. Et honnêtement, je pense que personne le voyait rester 10 ans au club. Donc non, pour moi, c'est une magnifique histoire. Et j'espère qu'évidemment, il gardera à l'issue de sa carrière une place au sein du club. Matt, est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle, déjà, elle est méritée au vu des performances des joueurs, du joueur en l'occurrence, mais est-ce qu'elle n'est pas rassurante aussi au point de vue de la continuité, de se dire que si Hez a forcé, c'est que
on aura Aise l'année prochaine, on aura une continuité, chose qui nous a manqué quand même ces dernières années. Et deuxième question, on va dire plus globale sur Dante, finalement, lorsqu'on recherche un peu voilà, des hommes un peu forts dans l'institution OGC Nice, on cherche plutôt dans les coulisses, mais est-ce que finalement Dante aujourd'hui, de par son ancienneté, de par son aura, de par ce qu'il représente au sein de notre club, est-ce que c'est pas lui finalement la figure de notre institution OGC Nice? Beaucoup de choses à la fois. Bon, premièrement, sur la continuité, je pense il est bien de sécuriser au plus tôt la première recrue du prochain mercato, hein, qui risque de se faire avec un tout petit budget. Donc, voilà, on sécurise déjà un joueur sur lequel on a quelques garanties quand même. Ensuite, au niveau institution, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand le lambda pense au GC Nice, il doit certainement penser Dante avant toute chose. Hem, Maintenant, je pense qu'on peut encore travailler sur son image, comme le disait Pierre, avec un titre, avec un synonyme de victoire, une qualification en Ligue des Champions. Parce que le parcours de Dante à l'OGC Nice, les meilleures années sont quand il n'est pas capitaine. Alors que ça fait une éternité qu'il est capitaine. On regarde, depuis qu'il a récupéré le capitanat, on a plutôt l'habitude des saisons en demi-teinte. Je pense du coup, le poste, Paul Bass. Et sur les Petite dernières, précision par rapport à ce que tu dis, effectivement, l'année où il arrive, Paul Bass est capitaine, mais Paul Bass part, je crois, la saison d'après, à partir de l'été 2017, et c'est à ce moment-là que Dante récupère le brassard. exactement. Et sur cette année, c'est pas la première fois que je vais dans l'émission, il s'affirme vraiment dans le tempérament comme un vrai capitaine de l'équipe, un vrai capitaine Nissar. On l'a encore vu sur le match d'ailleurs, petit chapeau à lui parce qu'il a bien fêté sa enfin je trouve, hein, son 1er match post-prolongation, il a été encore exemplaire. Pas de clean sheet mais une victoire avec, je dirais encore une prestation défensive de l'équipe. Donc ouais, de la continuité et qui sait, peut-être une place de directeur sportif, directeur du football, style Benassia, version OGC Nice, qui pourrait s'ouvrir à lui, d'ici 1 an et demi quoi, le temps qu'il raccroche les crampons. En tout cas, moi, évidemment, hein, je serais ouvert à le garder, dans l'organigramme, mais peut-être moins proche des terrains et plus dans les coulisses, à faire parler son sourire, parler devant les caméras et aller susurrer des mots à l'oreille des gens concernés plutôt que sur le plan tactique. Voilà, bah, c'est juste mon avis, hein, mes goûts. Mais je trouve qu'il comblerait peut-être un rôle d'ambassadeur qui nous manque un peu aujourd'hui à l'OGC Nice. Puis il doit avoir un sacré carnet d'adresses et un sacré réseau, effectivement, qui irait dans ce sens-là, Dante. Donc voilà, on aura droit effectivement à une 10e saison de Dante sous le maillot de l'OGC Nice. C'est quand même assez incroyable quand on y pense. Déjà, cette continuité, cette longévité, cette régularité aussi dans la performance depuis qu'il a signé sous nos couleurs, et de voir que, eh bien, se remettre à 37 ans d'une rupture des ligaments croisés lors de cette saison 2020-2021, revenir et puis être performant, être quasiment jamais blessé, c'est assez incroyable. Donc bravo Dante, merci à toi, et puis pour ce qui est du reste, c'est-à-dire dans 1 an et demi, on verra effectivement, mais à coup sûr, il y aura sans doute une place importante qui lui sera gardée dans les instances de l'OGC Nice, à voir également quel poste. Messieurs, le match qui nous intéresse, c'est donc cette victoire 3-1 de l'OGC Nice, débute de Gaëtan Laborde, le 9e de la saison, un CSC de UT et un but d'El Grande Sofiane Diop en fin de match pour clore cette victoire niçoise en terre havraise. Ce ne fut pas évident, ce ne fut pas beau, ce ne fut pas glorieux sur tous les points, mais messieurs, avant de parler vraiment du contenu, l'objectif a été rempli. L'année dernière, on avait pris un bouillon au Havre. Là, aujourd'hui, on arrive à gagner ce match-là, Pierre. Il y a des motifs, on va dire, positifs. On reviendra un peu plus tard sur le contenu, mais là, la mission a été accomplie. Ouais, mission accomplie. On savait que ce calendrier, effectivement, pour les 3 prochains matchs était plutôt favorable en jouant le 17, le 18 et le 16e, respectivement. Donc, première mission accomplie avec cette victoire face au Havre, 3-1. Donc, un score
qui reste assez flatteur. On va en rediscuter par rapport au contenu du match, mais voilà, une équipe capable vraiment d'être tranchante, de marquer dans ses temps forts. C'est peut-être ce qui manquait à l'OGC Nice ces dernières années pour faire la différence dans ces matchs pièges qui nous mettaient tellement en difficulté. Et là, c'est vrai qu'on est parvenu à se sortir de ce piège à vrai, parce que aussi, ce qu'il faut dire, c'est que chaque match reste difficile. C'est peut-être bateau, mais mine de rien, Le Havre, dans leur situation de relégable, va jouer chaque match avec le couteau entre les dents. Donc c'est jamais des matchs simples à gagner, donc il faut faire preuve de sérieux. Nice l'a globalement été, hein, sur l'ensemble du match, même s'il y a eu des trous d'air, des temps de moins bien, des phases difficiles à gérer, des transitions havraises pas faciles à contenir, mais au final, à l'arrivée, au bout des 95 minutes de jeu, c'est 3 buts marqués, c'est 3 points pris, et c'est bien le principal qu'on va retenir. Ouais, effectivement, et puis un OGC Nice qui arrive à tenir la cadence, qui gagne avec et bien sûr les victoires de Monaco et de Marseille un peu plus tôt dans le week-end. Matt, il y avait cette crainte justement de voir un OGC Nice fort contre les forts et un peu plus faiblard contre les équipes qui sont un peu plus dans le ventre mou et qui jouent le maintien. L'OGC Nice a rempli sa mission et aborde un calendrier, voilà, on l'a dit, assez favorable, avec donc les réceptions la réception de Montpellier, le déplacement à Saint-Etienne, réception de Lyon, et puis on reçoit la Auxerre pour la revanche de la première journée. Sur le papier, il y a vraiment quelque chose à faire. Et là, première étape réussie après cette victoire contre Lens. Ouais. On enchaîne un peu là cette série de matchs contre des équipes de bas de tableau. Je dirais pas faibles contre les faibles, je dirais, moi je trouve qu'on est vraiment en manque de maîtrise. Autant je peux accepter qu'on soit en manque de maîtrise contre des équipes comme l'OM, et cetera, des équipes vraiment dangereuses, autant contre Le Havre, j'ai trouvé que Le Havre c'était, assez faible, hormis un ou 2 joueurs, qui sont sortis du lot. Et j'ai trouvé que ouais, l'OGC Nice a manqué de maîtrise, s'est retrouvé en danger, comme contre Toulouse. Mais, mais au final, bon, on va dire qu'on fait l'essentiel du travail, notamment grâce à, je dirais, à la différence de Toulouse, un état d'esprit plus conquérant. Notamment après le premier but qu'on marque, on remonte directement à l'assaut, on leur met un pressing de tous les diables, et ça a payé, même si c'est pas un Niçois qui pousse le ballon au fond des filets, on arrive à doubler la marque. On sait souvent qu'après un but, c'est le moment de marquer un but dans un sens comme dans l'autre, et on a très bien réussi à le faire. Donc ouais, plutôt satisfait, je dirais, de ce résultat contre un faible qui est le premier d'une série de 3 matchs sur lesquels il est impératif de prendre 9 points. Quand on voit que Marseille, moi honnêtement, Marseille et Monaco m'ont mis une pression de dingue quand j'ai vu leurs résultats, là où ils ont mis des scores fleuves, 5-1, 7-1. Il faut qu'on gagne des points, et je pense aussi sur les 2 prochains matchs, ce serait bien qu'on soigne le goal average. On avait quasiment un point d'avance sur Monaco au goal average. Je crois qu'on avait 6-7 buts d'avance. Ils ont mis 7-1, donc ils sont carrément revenus sur nous. Donc voilà, à nous de faire le taf maintenant, c'est entre nos mains. Aléa du direct. Pierre, est-ce que tu peux penser à couper ton micro lorsque tu n'es pas sollicité, car en fait il y a un grésillement, voilà, un bruit parasite. Parasite, Le Havre l'a été, on peut le dire, hein, clairement. Hier après-midi, une victoire 3-1, effectivement, comme tu le disais, Matt, un goal average plus ou moins soigné avec ce plus 2 in fine. L'opération a été remplie. La question que je me pose au regard aussi des réactions qu'il y a pu avoir après ce match-là, il y avait quand même pas mal de frustration. Enfin, honnêtement, on est passé par un peu toutes les émotions, dû aussi à la physionomie du match. On marque ces 2 buts assez rapidement. Voilà, au bout de la 20e minute de jeu, on mène 2-0. Et là, tu te dis, bon, match qui peut être tranquille, où tu peux te le rendre facile. Du moins, tu as fait tout pour le faire. Et là, un OGC Nice beaucoup plus passif, qui recule, qui est attentiste, et qui, sur une action vraiment
anodine, a fait preuve d'un comportement défensif assez compliqué hein, de la part de plusieurs joueurs. Donc, comment est-ce que vous l'expliquez, Pierre? Enfin, un peu de suffisance. Est-ce que on a du mal à garder cette régularité? Bah, en fait, c'est ce que je te disais en off, hein. Je pense que notre principal adversaire, c'est nous-mêmes, hein. En fait, on arrive à se mettre en difficulté tout seul. C'est ce que disait Francaise, hein, en conférence d'après-match, qu'il y avait cette incapacité au final à appuyer, quand on peut faire mal. Comme si on avait peur en fait de tuer le match et du coup, en fait, on marque 2 buts, on recule et au final, ce qui a fait très peur sur ce match-là, c'est que, bah, la réaction havraise est arrivée très rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, en fait, on a pris cette réduction du score et donc on est resté à portée de tir de cette équipe, bah, sur tout le reste du match, avant donc, ce break, fait par Diop. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant de voir qu'on n'est pas capable de tuer un match. Finalement, peut-être qu'on l'a fait, une seule fois cette saison, c'était face à Saint-Étienne et c'est vrai que le reste du temps, on est quand même en difficulté et on se met en difficulté tout seul. Parce que, normalement, contre un relégable justement, quand on arrive justement à marquer ces 2 buts coup sur coup, on le sait face à ces équipes, le plus dur c'est de percer le verrou. Quand on le fait sauter, le verrou, surtout par 2 fois coup sur coup, bah, on doit être capable de mieux gérer nos temps forts et une vraie grande équipe doit savoir gérer cette maîtrise-là et nous, justement, on fait pas preuve de maîtrise et autant on est capable de marquer et d'être réaliste, autant en fait on sent, cette saison qu'on est capable, de prendre un but à tout moment et contre n'importe qui. Donc il va falloir, gérer ça, trouver peut-être, plus d'équilibre, entre l'attaque et la défense parce que, pour l'instant, c'est vrai qu'on est mis, assez facilement, en danger. Les Havrais se projetaient, encore une fois, très vite et ils ont fait preuve de fébrilité heureusement. Ouais, Matt, ça n'a pas été, on va dire, facile à lire cette rencontre. On peut se dire, bon, une victoire 3-1, Nice a fait le job, mais dans les faits, il y a eu quand même peu de maîtrise au global dans cette rencontre. On y viendra peut-être plus en détail, mais au milieu de la deuxième mi-temps, il y a peut-être un peu plus de maîtrise technique qui a apporté un peu plus de sérénité, on va dire, collectivement. Mais finalement, le progrès, il est là aussi. C'est-à-dire, bon, t'arrives à remporter ton match, mais quelque part, nerveusement, en termes de fatigue aussi, si tu arrives à te rendre, on va dire, ce match-là, et puis à gérer mieux tes temps faibles, parce que là, finalement, c'est un problème de temps faible, le match aurait été différent, et on aurait évité de faire de l'huile jusqu'à la 90e. Ouais. Faire de l'huile, c'est le mot. On a tous vu le scénario arriver. Après, on n'a pas attendu la 90e pour se mettre dans le mal. Je crois que déjà en première mi-temps, ils ont une situation où il y a potentiellement penalty pour Le Havre, où je pense qu'on l'a tous vu venir. Stéphanie Frappard au sifflet. On l'a pas encore évoqué, hein, mais Stéphanie Frappard au sifflet. Bombito qui défend par derrière. Moi, franchement, je suis très heureux de ne pas avoir vécu le match en direct parce que je pense que j'aurais bondi de la chaise. On a du mal à on a du mal à vraiment prendre le contrôle du match. Moi, c'est ça qui m'embête. On nous parle de craindre les transitions du Havre. J'ai suivi le match sur DAZN, ils ont sorti une stat, je ne sais pas ce qu'elle vaut, hein, mais Le Havre est la pire équipe du championnat sur transition. Donc si on se retrouve à craindre les transitions du Havre, c'est inquiétant. Hem Et ouais, pour revenir un peu sur ce qu'on disait là sur ce milieu de match, on a un scénario un peu compliqué, on n'arrive pas à se rassurer. Moi, j'ai trouvé qu'on avait un bloc extrêmement bas. Soit on faisait des récupérations très hautes presque dans la surface havraise, soit quasiment toutes les actions havraises allaient au bout. Ils avaient assez de facilité à évoluer dans notre bloc, à contourner le bloc. Joujou, il a fait joujou avec notre côté gauche, on y reviendra plus tard. Et je suis vraiment pas fan de ce 3-4-3. J'y reviens à chaque fois, c'est lourd, mais je trouve que autant il est très intéressant pour se projeter, autant contre Le Havre, je pense pas qu'on ait besoin d'une équipe qui ne fasse que se projeter. Alors on y reviendra notamment dans la physionomie des buts qu'on a marqués.
et dans la physionomie du match en général. Mais j'ai trouvé cette équipe de Nice en manque d'idées, en manque d'acquis tactique et en manque de plan de jeu tout simplement pour affronter une équipe du Havre qui a un peu livré tout ce qu'elle avait dans la bataille parce qu'à 2-0, les mecs avaient plus rien à perdre et ils n'ont pas tardé à nous remonter au score. Ouais, Donc, ouais, vas-y. non, mais c'est vrai qu'on en a parlé un peu avant l'émission. Bon, il y a toujours cette question autour de la maîtrise. Parce que même un match contre Marseille, effectivement, on n'a pas maîtrisé la dimension technique, mais on a maîtrisé, on va dire, le tempo, le rythme, et on a su vraiment absorber en fait cette équipe marseillaise. Mais là, plusieurs fois, effectivement, on a vu ce scénario où il y avait des longs ballons qui étaient envoyés soit par Dante, soit par Bombito, et puis on jouait les seconds ballons. Peut-être que c'était le plan de jeu, quand bien même, je trouve que c'est quand même assez réducteur de viser uniquement ça contre cette équipe-là, qui, on le rappelle, joue quand même sa survie en Ligue 1. C'était un match couperé à domicile. Ils sont en grande difficulté à domicile. C'est la 18e équipe, donc la pire équipe du championnat. Donc, on ne peut pas minimiser aussi notre performance de gagner à l'extérieur. Mais dans l'idée de jeu, dans le manque de maîtrise et aussi par rapport à notre faiblesse défensive, je nous ai pas trouvé vraiment extrêmement serein. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi Pierre, par rapport, on va dire, à l'approche tactique avec ballon et on va dire à notre match défensif globalement. Bah, franchement, effectivement, défensivement, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de mal. Encore une fois, on tombait facilement dans leur feinte technique qui tout de suite permettait de dégager des espaces. En fait, on se rendait compte que c'était rapidement découvert derrière de notre côté. Il suffisait d'une petite passe pour qu'ils arrivent à attaquer et à aller et à accélérer. Et c'est vrai on a beaucoup souffert, je trouve, sur les phases défensives. Et on a bénéficié aussi de leur fébrilité face aux cages, très clairement. Donc tant mieux pour nous là-dessus. Mais c'est vrai que tactiquement, j'ai trouvé que on avait eu du mal jusqu'à ces changements. Et c'est pour ça que j'attendais encore une fois que Hez apporte du sang neuf. Parce que par contre, ce qu'il faut bien reconnaître, c'est que ces retours de blessures, quand même, nous font énormément de bien. On récupère quand même un banc extrêmement solide. Quand tu peux te retrouver avec Diop, Ndombele, Boga Boga et Rosario, ouais. et Rosario qui sont en sortie de banc, c'est tout simplement exceptionnel. Et tu te dis qu'en fait, être troisième aujourd'hui, c'est aussi assez logique parce qu'il y a peu d'équipes au final et peu d'effectifs en Ligue 1 qui peuvent se targuer d'avoir un banc pareil. Donc, et on a vu que ça nous a fait extrêmement de bien. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de bien, parce que là où on se retrouvait à être de plus en plus en difficulté et que le match commençait à nous échapper, les joueurs sont rentrés au bon moment. Ça a permis d'apporter beaucoup plus de maîtrise. Et là, on a retrouvé de la solidité, notamment au milieu de terrain. Voilà, Tanguy Ndombele, toujours aussi solide, qui apporte cette sérénité, capable de donner le bon ballon, capable de conserver quand il le faut et se projeter vers l'avant. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a repris un peu de maîtrise et que moi, personnellement, j'ai retrouvé un peu de sérénité en tribune. Une sérénité donc retrouvée à partir de l'heure de jeu. Matt parlait de ce système en 3-4-3 qui s'est transformé en 4-2-3-1 avec voilà l'introduction de Tanguy Ndombele dans un double pivot avec Baptiste Santamaria et surtout la rentrée de Sofiane Diop dans le cœur du jeu qui a apporté un bonhomme supplémentaire dans ce secteur de jeu là, mais surtout voilà un gars qui a les clés du camion et qui a géré on va dire le tempo qui est venu décrocher et c'est vrai qu'il y a ce débat un peu qui ressort assez souvent sur Twitter notamment par rapport au fait que l'équipe semblerait entre guillemets plus à l'aise ou plus forte dans ce système-là. En tout cas, une chose est sûre, Matt, c'est que l'erreur de Toulouse n'a pas été rééditée. On a eu des changements, on a eu une approche différente. Ça nous a souri. Ça aurait
pu ne pas le faire non plus, parce qu'à peu de choses près, on se voit siffler un penalty pour une main de Dante. Mais c'est vrai que voilà, ce changement de système-là a été plutôt bien senti et a apporté un peu plus de maîtrise, du moins sur la rencontre. Ouais, déjà, moi, du coup, je l'avais un peu évoqué sur la partie sur le 3-4-3, mais c'est vrai que ce passage en 4-2-3-1, fin de match, on allait vachement plus chercher les défenseurs. C'est une équipe, faut pas se leurrer, hein, Le Havre, techniquement, balle au pied, ça va être en deçà des adversaires. Donc, faut les mettre sous pression, faut les pousser à la faute et récupérer des ballons. En 4-2-3-1, il y a des fois, on les a poussés à la faute. Donc, on a poussé très très haut dans le pressing. Ils ont rejeté des ballons et du coup, Bombito et DRT se sont retrouvés dans un fauteuil, récupéré des bons ballons et on repartait sur des phases de possession. C'est surtout que ce changement tactique-là intervient à un moment où il y a toujours 2-1. Et puis le début de la seconde mi-temps est plutôt à l'avantage du Havre, même s'il n'y a pas vraiment de situation réelle devant le but de Marcin Bulka. Il intervient à un moment où voilà,
on a choisi d'être précurseur, d'être maître du jeu, et c'est ce qu'on a su réaliser. Revenons, on va dire, à avant, et reprenons un peu le fil de cette rencontre. Tu as parlé de ce premier but, hein. On va quand même parler de choses positives, hein. On est dans de l'analyse, donc il y a forcément, on est content, hein. Nice a gagné, on a tous passé un très bon week-end, mais c'est vrai que dans le contenu, on est exigeant, on attend mieux, et surtout on attend plus de maîtrise. Je veux dire, j'ai terminé la rencontre, moi personnellement, j'étais à 180 battements par minute, j'avais l'impression d'avoir fait un semi-marathon tellement que c'était fatigant. Et puis le but de Diop arrive à un moment où t'es là, ouais, tu respires, mais il reste 2 minutes dans le match. Il y a donc ce but de Laborde qui ressemble quand même énormément à celui de Montpellier. Je sais pas si vous l'avez en tête, justement une frappe plutôt, on va dire, côté droit, voilà, et puis une frappe côté fermé, et surtout voilà, ce contrôle, je sais pas comment on l'appelle, porte-manteau, voilà, je crois que c'est ça, un peu zidanesque de la part de Evan Guessant. La question que j'ai envie de vous poser, hein, déjà Evan Guessant pour les stats, hein, on est avec Optamat, donc il y a quelques stats, 9 buts, 5 passes décisives en Ligue 1, donc impliqué dans 14 buts pour son équipe. Nice a marqué 40 buts cette saison, donc vous faites le ratio, il est impliqué sur plus d'un tiers des buts de son équipe, ce qui est absolument stratosphérique pour un joueur qui a prolongé l'été dernier, on va pas refaire l'histoire, mais qui a prolongé, qui était courtisé par des équipes jouant à la LDC, hein, le LOSC, Bologne notamment, et qui a eu la confiance d'un entraîneur et d'un board pour être l'avancante numéro 1 de l'OGC Nice, au profit aussi de la blessure de Terem Moffi. L'histoire est belle. Pierre, la question c'est clairement qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, ou du moins là on le voit faire beaucoup de choses, on voit qu'il est bon de la tête, on voit qu'il a de bons pieds, on voit qu'il court vite, il marque des buts, il fait des passes. Cet été ça part pour combien là, Evan Guessant, là, comme ça? Alors du coup Evan Guessant, comme on le disait, 9 buts, 7 passes décisives en Ligue 1, un attaquant très complet. Il sait tout faire, hein, il a un profil vraiment très varié. Pour moi, c'est l'un des joueurs les plus complets du championnat. Si Dembélé avait pas sa forme actuelle, clairement, ça serait peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement. Et pour le coup, voilà, il est exceptionnel. En plus, il est formé au club, donc c'est une immense fierté. Donc, on a tout intérêt effectivement à nous qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine pour conserver ce profil-là. Et après, par contre, sur ce premier but, effectivement, techniquement, il a un geste de grand art, mais pour moi, le premier but, c'est de l'art au niveau global. C'est-à-dire que ça part de la passe de Santa Maria qui est exceptionnelle, le contrôle de Guessant est tout autant, et la finition de Laborde est fantastique parce qu'il a un vrai flair d'attaquant, tire en dehors de la surface et effectivement dans un angle assez fermé, mais voilà, il sait exactement où la mettre, où la placer. Et du coup, ça donne ce but fantastique. Donc, non, franchement, on a vu du très beau football sur certaines actions, encore une fois par intermittence, mais c'est vrai que ce premier but-là, il faut appuyer sur ces actions-là pour les enchaîner parce qu'on est capable de produire du magnifique football avec des joueurs très techniques. Et c'est pour ça, justement, qu'on est exigeant dans notre analyse. Matt, Pierre l'a dit, le but il est beau, entre la passe de Santa Maria, le contrôle justement de Guessant qui déséquilibre un peu le défenseur, et la transmission pour Laborde qui prend en une touche cette frappe sèche qui vient se loger dans le côté fermé du portier havrais. C'était une très très belle action, un très beau but, le 9e de Laborde en Ligue 1. On a parlé un peu des stats de Guessant, c'est vrai que j'ai sous-évalué un peu son apport statistique en Ligue 1. Ça dépend des sources. Ça dépend des sources. Il y en a qui disent 7, il y en a qui disent 5. Mais en vrai, il fait machine. Et en vrai, alors, tout à l'heure, tu nous parlais un peu de continuité avec Dante. Laborde, c'est quoi? C'est Dolberg, le dernier attaquant qui est resté aussi longtemps au club? Peut-être Guessant, mais tu vois, Guessant, il est parti en prêt et tout. Enfin, je veux dire, on commence à avoir une certaine longévité avec Laborde. Il joue en 9, enfin. Il enfile les buts. S'il continue de marquer des buts un peu sortis de nulle part, parce que la passe décisive, elle a pas grand-chose de décisive, hein. Le contrôle est très réussi, mais il reste du taf derrière.
s'il continue de marquer des buts comme ça, il va en mettre des passes décisives, le Guessant. On va plus pinailler pour 2 passes D. Laborde qui est en grande forme, des coups d'éclat comme ça. On est supérieur individuellement à des équipes comme le Havre et ça fait plaisir de pouvoir trouver la faille via des individualités comme ça. C'est un peu dommage qu'on doive se reposer sur ce genre un peu d'éclair, mais ça fait plaisir de voir des joueurs en forme. Moi, quand je vois Santa Maria, Guessant, Laborde sur l'action, et ouais, effectivement, je rejoins Pierre, il y a du génie. Je vois des joueurs très en forme et ça me régale. Ça me régale vraiment. Alors, on va rester sur le premier acteur, on va dire, de cette action-là, qui, match après match, imprègne un rythme assez infernal, puisque en fait, Santa Maria, il joue tous les matchs en tant que titulaire, indéboulonnable. T'as l'impression qu'il a toujours été là depuis l'été dernier. On rappelle l'escroquerie qu'on a pu passer du côté du Stade Rennais, à coup de 50% de prise en charge du salaire, une option d'achat non obligatoire autour de 2 à 3 millions d'euros. Enfin bref, le montage financier à la Julien Fournier des grandes heures. Mais quel joueur! Quel joueur, franchement, l'abattage physique. Alors, je sais, là, il y en a certains qui se disent, ouais, il aurait pu mieux faire et tout sur certaines frappes. C'est vrai, c'est peut-être ce qui lui manque un peu parce que la première grosse situation, je crois qu'il y a toujours 0-0 à ce moment-là. Bon, il apprend pas très bien, mais il est pas loin de marquer contre Saint-Brieuc. Pour vous rappeler de bons souvenirs, il est pas loin de marquer un but aussi. Contre Toulouse aussi, il met une frappe, je crois, au 18-20 mètres à l'intérieur du pied qui passe à côté. Donc sacré joueur, ce Santa Maria. Qu'est-ce que t'as rajouté là-dessus, Pierre? Non, bah, je suis d'accord. On en avait déjà parlé de toute façon dans l'émission de Marseille où c'était son premier match et effectivement, il est dans la continuité. Voilà, il n'y a pas juste eu ce coup d'éclat contre Marseille pour le premier match pour se montrer. Il est dans cette continuité. Effectivement, il est en train de reprendre du rythme. Je pense que c'est vraiment volontaire de la part de Franquès pour le coup de le titulariser à chaque match pour justement lui redonner du rythme après avoir été mis au placard pendant plusieurs mois par Sampaoli justement et même par Julien Stéphan. Donc c'est une très bonne nouvelle, c'est un véritable braquage pour le coup. Je pense qu'on est clairement sur l'un des gros coups de ce mercato hivernal, tout club confondu, parce que très clairement, quand on voit les détails de l'opération, j'étais sceptique au début, pour être honnête, et en fait, au final, bah, c'est le Stade Rennais qui s'est complètement trompé avec ce joueur-là, parce que carrément à aller jusqu'à payer la moitié de son salaire et nous l'offrir potentiellement en fin de saison sur un plateau d'argent avec une option d'achat très faible, voilà, autour de 2 millions d'euros. Donc franchement, ce serait un super coup. Il faut les sentir, ces coups-là, parce que on n'a pas le choix avec la situation financière actuelle, le fait qu'Ineos ne soit plus en contact direct avec le club lié à la situation avec Manchester United. Il faut être malin, il faut faire des coups, mais justement le gym sait faire ce genre de coups, sait flairer ce genre d'affaires sur les mercatos et au contraire, on n'a jamais été aussi bon que quand il faut faire des coups malins plutôt que de surpayer des joueurs. On a vu, ça ne nous a pas réussi, donc c'est très intéressant comme recrutement. C'est dans la continuité de ce qu'on avait déjà pu faire finalement cet été. Et voilà, c'est tout simplement une très belle recrue. Il a un très gros volume de jeu au milieu de terrain. Il s'est parfaitement intégré. Il arrive à être complémentaire globalement avec tous les joueurs qui composent ce milieu-là. Et il a une aisance technique assez évidente. Donc il attendait juste, je pense, la confiance d'un coach pour s'exprimer à nouveau. Et c'est le cas avec Francaise. Matt, par rapport à Santa Maria, quelque chose à rajouter finalement, t'as l'impression que c'est un joueur que tu vas d'office mettre dans ton 11, peu importe en fait avec qui il va être associé. Il y a eu quand même pas mal de blessures. On sait que Sanson est sur le chemin du retour. Ndombele n'est
pas vraiment à 100%. Boudaoui était suspendu. Là, en fait, il s'est fait une place assez rapide. Est-ce qu'on peut déjà parler de très bons coups réalisés lors de ce mercato hivernal, ou est-ce que ça reste quand même un peu prématuré en l'état actuel des choses, sachant que nous sommes le 17 février? Eh ben, moi, je vais rester fidèle à ce que j'ai annoncé après le match contre Marseille. Pour les curieux, vous pouvez vous refaire le Club Pancho. J'avais dit qu'il fallait déjà lever l'option d'achat et que c'était un braquage absolu, ce joueur. Je persiste et je signe. Peu importe qui tu vas mettre au milieu de terrain à côté de lui, ton milieu de terrain, il va ressembler à quelque chose. Alors, c'est pas parfait, hein, je dis pas qu'il fait des 10 sur 10 à chaque match, mais rappelons-nous d'où l'on vient, pour reprendre un adage, précédemment cité. Est-ce que Pablo Rosario va revoir la couleur d'un 11 titulaire? Je sais pas, tu vois? On est sur ce genre de discussion. Pablo Rosario qui avait fini la saison dernière de manière tonitruante, on se disait même: «Ah, est-ce qu'on peut se passer de Pablo Rosario?» Bon, bah, quand on a bâti Santa Maria, oui, on peut se passer de Pablo Rosario qui, d'ailleurs, est revenu avec une nouvelle coupe de cheveux et j'espère de nouvelles intentions pour l'année 2025. Mais non, c'est du tout bon, Santa Maria. Tu peux lui mettre Louché à côté, tu peux lui mettre Ndombele, tu peux lui mettre, Boudaoui. Tu arrêtes de lui mettre Sofiane Diop en double pivot et puis, tout ira bien. J'ai bien compris la petite pique sur Sofiane Diop. J'aimerais qu'on parle quand même d'un sujet. On a parlé des difficultés de l'OGC jusqu'à l'heure de jeu. On va refermer un peu la parenthèse Baptiste Santa Maria. Il y a eu quand même des défaillances défensives sur ce match-là, incarnées par ce couloir gauche. Alors là, je vais les englober les trois, hein. Melvin Barr, Ali Abdi et même Mohamed Ali Chaud, parce qu'on parle beaucoup d'Ali Abdi et de Melvin Barr, mais j'ai trouvé que défensivement Chaud c'était aussi compliqué puisque absent. Euh, Messieurs, Ali Abdi, sur les dernières semaines compliquées depuis son retour de blessure, il avait débuté son aventure niçoise en fanfare. Melvin Barr dans un poste toujours un peu nouveau, hein, de défenseur axial gauche dans cette défense à 3, qui semblait quand même bien plus à l'aise à 4, qui termine sur un carton rouge aussi, qui sera suspendu contre Montpellier. Et Mohamed Ali Chaud, qui est titulaire à la faveur d'un Sofiane Diop par rapport, on va dire, au style de jeu dont on a parlé, ce 3-4-3 beaucoup plus tourné vers la transition, vers voilà, moins de maîtrise technique, de possession, mais plus de transition. Voilà. C'était quand même assez inquiétant. Pierre, je te vois faire nom de la tête. On ne veut plus revoir cette association-là entre Melvin Barr et Ali Abdi. C'est vrai que Melvin Barr, finalement, son poste, c'est de base, hein, latéral gauche dans une défense à 4. Manque de repères aussi, sans doute. En tout cas, un match compliqué des deux. Non, ouais, je pense qu'en fait, effectivement, Ali Abdi et Melvin Barr, mais il a essayé en fait de les associer, mais je suis pas sûr effectivement en fait qu'ils soient faits pour être sur le terrain, en même temps. En fait, je vais revenir à ce que je pensais, sur le début de saison, c'est-à-dire qu'effectivement, Ali Abdi, c'est quelqu'un qui va être à l'aise en tant que piston gauche, dans une défense, justement à 5 et Melvin Barr à l'inverse qui va être très utile, dans une défense, à 4 parce que voilà, il y a ce profil, côté, Abdi beaucoup plus offensif où il va pouvoir se projeter, plus facilement dans ce rôle de piston. Alors que Melvin Barr a un profil beaucoup plus défensif et donc dans une défense à 4 il sera plus à l'aise mais c'est vrai que l'aligner dans cette défense centrale, je trouve pas que ce soit forcément très intéressant et je trouve pas qu'il soit, très à l'aise et sur ce match-là, il a pris l'eau, hein. Il a pris le bouillon, hein, très clairement, sur le premier but, il est complètement fautif, il se fait manger, hein, sur l'action, il faut le dire et hem et c'est dommage parce que je crois qu'il conteste en plus, donc je pense qu'il prend surtout le jaune, parce qu'il conteste, la décision. Donc c'était un carton jaune, évitable et en fait sur la deuxième faute, pareil, c'est une faute totalement évitable, qui est anodine, il doit pas faire ce geste-là, pas à ce moment-là du match où à ce moment-là l'équipe est encore sous pression et pas à l'abri d'un retour des Havrais. Donc non, pour le coup, un Melvin Barr très en deçà de sa performance habituelle.
Concernant Ali Abdi, effectivement, on a eu 3 mois exceptionnels de sa part, à son arrivée. C'est vrai que c'est le joueur qui avait un peu surpris tout le monde parce que déjà personne ne s'attendait à son arrivée parce qu'il arrive en tant que joker, alors que le mercato est déjà terminé. Donc, il arrive de Ligue 2 où il avait fait toute sa carrière à 30 ans. Donc je pense que les gens avaient, pas énormément d'espoir. Au final, il surprend tout le monde. Et bah, du coup, les gens sont devenus exigeants avec lui, forcément, parce qu'il nous a habitués à des grosses performances. Et là, bah, depuis son retour de blessure, c'est beaucoup plus compliqué. Il est à un niveau, bah, beaucoup plus en deçà, beaucoup plus en dessous de ce qu'on a eu l'habitude de voir. Alors, est-ce qu'il a surperformé sur ses 3 premiers mois? Est-ce que, il faut qu'il revienne, il faut prendre le temps qu'il revienne de sa blessure. Bah, l'avenir, dans les prochaines semaines nous le dira, mais c'est vrai que c'est un match encore, compliqué pour lui. Il nous a habitués à être, plus décisif, à avoir une qualité de centre, à être plus décisif justement sur les centres. Et là, c'était plus difficile et effectivement Mohamed Ali Sow, j'étais pas forcément étonné. C'est un joueur qui est encore jeune, qui est peut-être, un peu foufou et qui manque, peut-être encore de repli défensif, peut-être de maturité aussi justement. C'est son jeune âge peut-être, à l'origine de ça et du fait qu'il revient pas assez, défensivement donc à aise, de faire passer les bons messages, à ses joueurs et surtout de trouver, la meilleure formule possible. C'est vrai qu'avec, tous les retours, de blessures, on va encore avoir, les retours, face à Montpellier de Boudaoui et Ndiaye Chimier qui étaient suspendus, face au Havre. On va avoir, très prochainement les retours de Mofi et Sanson. Donc en fait, un groupe, globalement, complet, sans blessure. Ça va être des choix de riches à faire pour Francaise et il va falloir qu'il aligne la meilleure équipe au coup d'envoi. Alors, justement, Matt, je vais te demander un peu ton avis, hein. Mais quand tu nous l'auras donné, est-ce que tu peux donner aussi ton ressenti sur les meilleurs choix possibles à l'heure actuelle? Demain, tu dois faire ton 11 pour Montpellier. Tu alignes qui? Dans quel dispositif? Parce que effectivement, lorsqu'on voit le match de... En fait, lorsqu'on fait un peu le bilan des recrues, on y viendra, on fera des numéros spéciaux, les conclusions hâtives, bilan notamment. Klose, c'est une top recrue. Klose, c'est un joueur international qui est expérimenté, qui apporte aussi, on va dire, sa dimension cette dimension humaine dans un vestiaire, qui aussi, on va dire défensivement on le connaît, hein, en un contre un ça peut être compliqué, mais qui compense par de l'inter, du ressenti de jeu et puis des interceptions notamment. Abdi, là j'ai quand même l'impression que finalement son début d'aventure là lui joue un peu des tours, c'est-à-dire que là il a du mal à revenir dans le rythme, défensivement, offensivement, c'est très compliqué. Parce que autant si on pouvait le voir offensivement, mais là on l'a pas vu. On l'a pas vu. J'ai pas d'image en tête de percée, de centre, d'apport réel. Et puis défensivement, je l'ai complètement senti à la ramasse. Et je pense que Barr, même s'il n'a pas fait un bon match, était dans ce truc de je compense. Je compense. Et ça n'a pas réellement fonctionné. Donc Matt, un peu ton ressenti sur le match des deux gauchers et demain, voilà, tu dois faire le 11, on va dire la ligne défensive du moins parce que c'est ça qui a posé problème contre le Havre. Alors pour te rejoindre sur Ali Abdi, enfin je rejoins, vraiment beaucoup de choses que tu dis, notamment sur Ali Abdi, sur son début de saison. N'oublions pas que les premières bonnes surprises de Ali Abdi, c'est des apparitions en tant que sub. On le voit beaucoup plus en tant que titulaire récemment et je pense que ça lui faisait aussi du bien d'arriver, face à des équipes un petit peu éreintées parce qu'on sait quand même que le football de Aise a tendance à fatiguer les adversaires. On leur rentrait pas mal dedans et alors là, tu leur mets un Abdi qui est, à l'aise techniquement pour leur porter les stockades. On se souvient de son but contre, il me semble que c'est le Stade de Reims en toute fin de match, là où il fusille le gardien. C'est dans ce registre-là qu'il excelle. Peut-être que le faire commencer n'est pas un cadeau à lui faire, à Ali Abdi, en particulier en doublure avec Barre. Parce que là, tu fais un cadeau à aucun des 2. Melvin Barr, je le trouve pas très à l'aise dans ce rôle un peu de central excentré, de la défense à 3. Pour te rejoindre, enfin pour, abonder dans ton sens sur à quel point il a compensé, Barr c'est 15 duels joués.
Ali Abdi, c'est 3. En fait, Ali Abdi, mais je pense que ça rejoint l'impression visuelle qu'on a eue, il était nulle part. Il était tout le temps battu, il était jamais dans le coup. Même Mohamed Ali Choua a joué plus de duels, alors notamment parce qu'il a joué des duels offensifs, mais il était vraiment jamais dans le coup. Ali Abdi, il était un peu nulle part. J'ai aussi un peu le même ressenti pour un Tom Louchet, dont on pourra aussi un peu, discuter parce que là, on est en train de parler des pistons et pour moi, là, on est en train de mettre beaucoup de joueurs en difficulté. On met Ali Abdi en difficulté à le mettre titulaire, on met Tom Louchet en difficulté à le mettre titulaire au milieu de terrain, qui est vraiment pas le poste où je le préfère. Je le trouve plus efficace en doublure de Klose, qui n'a pas beaucoup le temps de souffler et que j'aimerais qu'on économise un peu. Je sais plus c'est quand la dernière fois qu'il est sorti en cours de match, Klose, mais va falloir aussi économiser un peu les organismes. Et, euh, et je pense qu'il est très embêté, Francaise, parce que Melvin Barr est un joueur exemplaire. Il se donne beaucoup sur le terrain. J'imagine qu'à l'entraînement, ça doit pas être le dernier, dans l'effort et dans l'application. Donc, d'un côté, c'est cohérent de le récompenser par une titularisation le week-end. D'un autre, je ne pense pas qu'on aligne le meilleur 11 possible avec cette combinaison des 2 gauchers sur le côté. Hem, Abdelmonem, typiquement, tu en parlais tout à l'heure, il connaît très bien le poste. C'est un poste qu'il a pratiqué en plus dans une défense à 3 côté gauche. Il a une bonne patte, ça peut se faire. Donc ouais, je suis pas pour renouveler ça. Maintenant, dans le futur, le match contre Montpellier, on va avoir la chance de pas avoir ce problème parce que Melvin Barr va être suspendu. Hem, donc le remplaçant tout désigné, ce sera Abdelmonem. Je ne pense pas que malgré sa contre-performance, Ali Abdi soit mis sur le banc. De toute façon, il va falloir aligner un vrai latéral gauche et si c'est pour voir Tom Louchet latéral gauche, c'est même pas la peine. Donc je pense qu'on va repartir avec, plus ou moins la même philosophie de compo, hein, vraiment contre Montpellier, mais juste avec, soit Abdelmonem, soit je sais pas si Youssouf est proche d'un retour encore dans le groupe, mais voilà, avec Il 3 était vrais centraux. suspendu hein, contre le Havre, hein, donc Ouais, OK, techniquement, d'accord. il sera là. OK, OK. Donc je ne serais pas surpris de voir un Youssouf, ouais, réintégrer la charnière. Hem, Maintenant pour Ali Abdi et pour, le 11 que je vois, on va dire dans le futur, au-delà du match contre Montpellier, on a peu de pistons dans cette équipe. Pour moi, on a 3 pistons. On a, Abdi côté gauche, Klose côté droit et en doublure, Tom Louchet qui peut faire le taf. Je trouve qu'il a tenu la baraque quand il a fallu remplacer côté droit, par moment. Donc c'est difficile de partir avec une équipe aussi Dans une asymétrique défense à quand 4. et il a joué piston aussi, je crois, Oui, mais non, que latéral droit. essentiellement lorsqu'il est, je crois, aiglon du mois de décembre, de mémoire, ou de novembre, Oui, il joue. en fin d'année, Oui, il joue dans une défense à 4. Donc c'est quand même un élément important, c'est-à-dire que il semblait quand même plus à l'aise lorsqu'il partait de plus loin pour... mais je te rejoins, je dirais même qu'on a 2 pistons de métier, hein. Moi, Klos, Abdi, hein. on a 2 Et que si tu souhaites en fait continuer à jouer dans ce système-là, bah, il te faut vraiment des joueurs de métier. Barr n'en est pas un. Barr n'est mais pas un piston. c'est pour ça que pour moi, si tu dois aligner vraiment les meilleurs joueurs possibles, tu joues dans une défense à 4 et tu apportes de l'aide à Jonathan Clauss sur le plan défensif. C'est-à-dire que tu préviens, le numéro 6, tu préviens un peu tout le monde autour que voilà, en phase défensive, il faut serrer les marquages autour de Clauss, il faut un peu le décharger défensivement. On est très bien capable de le faire sur certaines phases de jeu avec, Dante. Je pense qu'on est capable de s'adapter avec Jonathan Clauss, surtout que lui, sur le plan offensif, l'apport est vraiment très satisfaisant, qui joue, latéral, piston, peu importe. Le gars donne tout, il est encore à l'origine d'un but et je trouve que ça a été un des tout meilleurs aiglons contre Le Havre, des ressorties de balles, du dépassement de fonction. Il a vraiment montré de tout. Donc je partirai sur ce schéma-là et un peu malheureusement dans ce schéma-là pour moi, même s'il fait pas un très bon match contre Le Havre, je mettrais quand même Bombito parce que tu as besoin de vitesse en fait. Si tu joues qu'avec 4 défenseurs, tu as besoin d'un mec qui cavale et même s'il a beaucoup perdu de duel, je pense qu'aussi il a pâti un peu de la désertion qu'il y avait autour de lui. Louchet qui fait un match pas terrible, Klose qui a été très offensif. Il fait 15 duels aussi, Bombito, c'est énorme. Donc on lui en a beaucoup demandé. Il est en retour de blessure. Il faut aussi qu'il reprenne le rythme, le garçon. Mais voilà, pour moi, la meilleure compo possible, c'est celle-là. Et du coup, devant eux, tu te retrouverais avec un Santa Maria, un Boudaoui, un Ndombele, Sanson, Rosario, enfin celui qui est sur deux pieds. Et, et un Sofiane Diop en numéro 10 qui, on le sous-estime, mais abattent tous autant qu'ils sont, beaucoup de travail défensif et soulagent beaucoup la défense.
Ouais, c'est un peu la question qui se pose par rapport au fait de l'introduire dans ce système-là de 3, en 3-4-3, mais justement en attendant peut-être qu'ils prennent un peu plus la ligne, comme le fait un Mohamed Ali Chaud. Écoute, on verra bien, même si effectivement, j'aimerais bien voir notre ami Francaise démarrer en 4-2-3-1, comme il a terminé le match contre le Havre, avec justement une intention d'avoir une maîtrise technique et d'être précurseur, d'être maître dans le jeu et de toute façon de leur en passer 3 4 5. Enfin, je veux dire, Montpellier aujourd'hui, c'est enfin, sans vouloir leur manquer de respect, c'est quasiment condamné. Ça prend pilule sur pilule. Ils se sont fait dépouiller lors du dernier mercato. Je les vois pas vraiment se maintenir. Donc à voir. Et juste une Ouais, chose, quitte à finir les matchs en 4-3-3 aussi. Parce que là, on a vu son coaching où il arrive à basculer. D'ailleurs, c'est très bien. On a des joueurs très polyvalents. Il arrive à faire plein de choses lors des changements, Francaise. Mais on peut très bien avoir la philosophie inverse, commencer avec une défense à 4, finir avec une défense à 3, où tu donnes vraiment beaucoup d'allant à tes pistons, quitte à faire des petites folies comme on avait vu avec des beaux gars pistons, ou tu vois, des mecs vraiment axés plus offensifs que tu fais rentrer piston pour compenser. si je peux juste rajouter un truc, effectivement, heu, alors autant Francaise, effectivement, je suis très satisfait de ce qu'il propose à OGC Nice depuis le début de saison. Bon, même s'il y a eu, certains aléas compliqués en coupe d'Europe et en coupe de France et justement, je vais revenir sur la coupe de France. On parlait de ce 4-2-3-1. En fait, moi, je me rappelle, contre Saint-Brieuc, je crois qu'on est parti sur un 3-4-3. On avait joué avec une défense justement, j'avais trouvé que c'était un système tellement frileux face à une équipe de 4e division où justement le but normalement ça devait être d'afficher une certaine maîtrise, technique. Maîtrise technique qui est matérialisée par ce 4-2-3-1 selon moi, selon vous aussi je pense et clairement, en fait face à ces adversaires-là, on doit arriver avec ambition, on doit arriver avec, de l'envie et moi je tolérerai pas que sur les 2 prochains matchs face à Montpellier et Saint-Étienne, on n'arrive pas avec cette ambition-là de faire le jeu, d'imposer notre maîtrise et d'avoir l'envie justement d'enfin, plier les matchs, enfoncer le clou quand il le faut et donc pour moi face sur ces 2 prochains matchs face à des adversaires mal classés, il faut absolument jouer avec ce système de 4-2-3-1 qui nous permettra de faire la différence, surtout le prochain match à domicile contre le dernier, quoi. Ce qui m'étonne et en même temps qui me désole un peu, c'est qu'on soit obligé de changer de dispositif tactique pour changer notre approche. Enfin, je sais pas si c'est lié ou pas, mais quelque part, on aurait pu jouer et proposer différemment en restant à 3 derrière ou en restant avec des pistons, mais en demandant peut-être à un job d'être plus axial. Voilà. Enfin, je sais pas, hein, c'est peut-être de la surinterprétation aussi par rapport à ce qu'on voit, mais en tout cas, voilà. Messieurs, pour clôturer, quel est un peu votre dossier que vous souhaitiez apporter un peu sur la table? On a parlé un peu de la ligne défensive, voilà, des buteurs notamment. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose, peut-être Matt, pour commencer? Non, je vais laisser la main à Pierre, j'ai un dossier spécial. The special folder, ok. Non, bah moi, voilà, comme je disais, pour moi, ce qui manque, il y a 2 choses, en fait, je pense. C'est, notre gestion, peut-être des temps faibles. Parfois, je sens qu'on souffre et qu'on est capable de prendre des buts, à tout moment et moi, ce qui me faisait peur sur ce match-là, c'est qu'on prenne un but dans les 10 dernières minutes parce que malheureusement, on en avait pris l'habitude, sur les derniers matchs. Donc c'est de savoir, peut-être plus gérer, certains temps faibles, de mieux gérer l'équilibre en fait entre, nos attaques et nos défenses. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'effectivement, on a envie de se projeter, on sent qu'on a envie d'attaquer, mais à la perte de balle, on a parfois du mal à se replacer. Des fois, je nous ai vus en difficulté, notamment sur ce match-là face au Havre, pour revenir défendre. Alors que oui, effectivement, j'étais d'accord avec Matt sur le fait qu'on devait pas, on n'était pas censé, devoir, suer autant, sur les attaques, havraises et ça a été quand même le cas par moment. Donc cet équilibre-là et peut-être, voilà, plus gérer, certains temps forts encore plus
pour plier le match quand il faut, parce que on en a parlé, hein, par exemple contre Lens, j'étais au stade en plus à nouveau et j'étais assez remonté parce que à la mi-temps, au final, on était qu'à 1-0, mais s'il y avait eu 4-0 à la mi-temps, c'était pas un scandale. Au final, on a dû attendre le carton rouge lensois, plus derrière, finalement, on a réussi à mettre le deuxième but. Mais voilà, on a du mal parfois à enfoncer ce clou. Et c'est frustrant parce que quand on voit par exemple des Marseillais ou des Monégasques capables d'en mettre 5, 7, on se dit que nos adversaires directs sont capables de faire ça. Et puis, mine de rien, il y a cette question du goal average. Parce qu'au classement, je pense qu'en fin de saison, face à ces équipes-là, ça va compter. Donc, être capable de marquer dans nos temps forts, être capable d'aller chercher plus de buts, de plier les matchs plus facilement. Alors déjà, ça permettra d'être plus serein au cours des rencontres, que ce soit pour les joueurs ou pour nous, supporters. Et ça permettra aussi de soigner le goal average qui, à ce niveau-là, peut être très important. On le voit avec Monaco, où on est au coude à coude et ça se joue à 2 buts en fait pour l'instant. Matt, ton dossier? On n'en a pas parlé, on s'est bien tenu. Mais j'ouvre le dossier. Voilà, on a beaucoup sorti le bâton. Ah, je vais sortir la médaille. Quand est-ce qu'il nous fait gagner des points, Marcin Bulka? Et ben voilà, mi-février pour la Saint-Valentin, notre amour de joueur, il nous sort une parade. Alors ouais, c'est peut-être pas la plus spectaculaire. On a vu Il t'en faut peu, hein. T'as passé une mauvaise Saint-Valentin, Matt, ou quoi? J'ai passé une super bonne Saint-Valentin. Je suis plein de mansuétude, tu vois. Je Il y a ta femme dans la pièce, dis pas le contraire. Même pas, tu vois, elle est partie se coucher et je lui fais des infidélités avec Marcin Bulka. Mais voilà, on voulait qu'il nous fasse gagner des points. Moi, Marcin Bulka était pas parfait sur ce match, hein. Le but qu'il prend, je pense qu'il est évitable, hein, c'est pas ras du poteau non plus. Mais j'ai vu 2 choses qui m'ont plu. J'ai vu un Marcin Bulka qui fait un peu la police dans sa surface. Notamment, j'ai un souvenir d'un ballon qui est joué un peu trop loin. Il sort, quasiment à l'entrée de sa surface pour récupérer un ballon autoritaire. C'est bien, c'est bien. Il faut dire quand c'est bien. Quand toujours on a trop tapé, après on va dire: «Eh vous faites que vous plaindre, faites que râler». Non, on fait pas que se plaindre, on est sévère, signe le contrat, Marcin, arrête de péter les couilles et fais un peu plus de matchs comme tu as fait contre Le Havre et fais comme moi, tu vois? Tu coupes Twitter de temps en temps, ça fait du bien, ça rend gentil dans les émissions. Là, ça enlève un peu d'aigreur et sa parade à la 85e, ouais, il y a peut-être pénalty dans la foulée, machin, je m'en fous. Elle était autoritaire, elle est allée les 2 mains, bam! C'est bien. Il a fait le taf, Marcin. Il y a de temps en temps, je vois, il regardait devant pour les relances et tout, essayer de piquer en contre-attaque. J'ai bien aimé l'état d'esprit du garçon. Voilà, c'était mon dossier, fallait se mouiller la nuque un peu. C'est même pas un clean sheet, mais et c'est que Le Havre. Voilà, Marcin Bulka, je pense, nous a fait gagner des points. C'est bien. Petit bémol quand même, il y a eu des relances, encore une fois, compliquées de sa part, si je dois être un peu le mec chiant. Il y a eu des relances un peu compliquées, il y a eu parfois des moments difficiles où en fait il garde ce ballon dans la surface, il hésite à qui l'a donné et au final il y a l'attaquant qui est pas loin derrière. Et là-dessus, des fois, il me fait un peu peur hein, quand il fait ça. Ça a le don de m'énerver parce que je me dis, mais c'est des risques inconsidérés pour au final pas grand-chose. Il a juste à dégager le ballon et Pierre, voilà. parmi les grandes légendes du club au poste de gardien de foot, Hugo Lloris, finale de Coupe du Monde, crochet sur l'attaquant, ça passe pas. Ah, c'est aussi un peu dans l'ADN, tu vois, de cette ville, de ce club. Ça fait partie du jeu. Mais après, effectivement, il a sorti la parade qu'il fallait sortir au bon moment. Et dans ce genre de match, c'est ce qu'on demande aussi à un gardien. Hein. Il n'y a pas forcément beaucoup d'arrêts à faire, mais il faut faire le bon au bon moment. Excusez-moi, je suis sur le cul. Enfin, je veux bien. Hein, déjà, oui, effectivement, on peut noter le fait qu'il fait une parade à ce moment-là du match qui est importante. C'est vrai. Elle est pas incroyable, elle est pas non plus ultra compliquée, mais je pense qu'il faut doser. Il faut doser un peu aussi le propos. Tu l'as dit, on joue contre Le Havre. Il fait pas un clean sheet. Alors honnêtement, son but, j'ai vu des commentaires, notamment Hugo s'il passe par là, que je salue, qui l'incriminait un peu. Moi, je pense que tu peux incriminer beaucoup de monde, mais pas lui, parce qu'il se fait fusiller à 18 mètres, ou même si le ballon il est pas ras du poteau, la frappe elle est surpuissante et il est masqué. Donc moi, j'aimerais plutôt, on va dire, critiquer le fait que l'attitude défensive, notamment d'un Tom Loucher juste avant la passe D,
elle est catastrophique vraiment. Il y est allé avec l'extérieur du pied, quoi. Il voulait pas se faire mal, Tom Louchet sur l'action, plutôt que Marcin Bulka. Donc je respecte, hein, effectivement, on l'a pas mal descendu dans l'émission, mais en même temps, on jugeait de ces 30 matchs, on va dire jusqu'à présent, toutes compétitions confondues. Là, pour moi, il a fait un match normal. Voilà, pour moi, tu peux pas juger en fait trop sa prestation. Toujours. Il y a 2 mois, il aurait explosé un joueur sur une sortie, ça serait télescopé avec Je te Dante, rejoins, il l'aurait je blessé te en rejoins fait, hein. effectivement sur le côté présence dans la surface. C'est mieux. Il m'a rassuré. Il m'a rassuré. Maintenant, le jeu au pied aussi, je l'ai pas trouvé non plus trop dégueu. Ou en fait, voilà, pas de prise de risque, grosse praline devant, cherche pas à comprendre, voilà. Maintenant, voilà, c'est quand même trop peu. Pour mon dossier, je vais prendre quand même, deux choses. J'aimerais qu'on parle quand même du banc. Ça a été dit dans cette émission, mais bordel les gars. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut qu'on soit un minimum ambitieux. Le top 4, on va le chercher en fait. Tu récupères Sanson, tu récupères Mofi, t'as quasiment ton équipe au complet. Pour moi, le top 4, il faut qu'on aille le chercher. Faut pas qu'on regarde derrière, faut qu'on regarde devant. Surtout avec un match par semaine maintenant. Un match par semaine, on n'a plus d'excuses. On s'est fait sortir par le Stade Briochin. Maintenant, on joue la Ligue 1 à fond puisque c'est la dernière compétition à laquelle on est le droit de jouer. Voilà, c'est le banc et c'est les propositions, les solutions qu'on ait. Faire rentrer Ndombele, Boga au cours de ce match-là, Pablo Rosario, etc. en fin de rencontre. Et ben ça fait du bien. Sofiane Diop aussi qui rentre à l'heure de jeu. Honnêtement, c'est une arme, mais à laquelle on n'a jamais eu le droit, je crois, vraiment d'avoir un effectif autant garni et autant fort. Et écoute, Matt, tu voulais que je parle de Jérémy Boga. Moi, j'ai aimé sa rentrée. Hein. Voilà. Alors après, effectivement, il arrive vraiment dans ce rôle un peu de finisher, dans ce rôle un peu de Ali Abdi qu'on aimerait peut-être un peu plus, à savoir les défenses sont déjà sont encore, on va dire, dépouillées à ce moment-là de la rencontre. Et effectivement, on a retrouvé un Boga dans sa tenue de balle, dans ce joueur différent qu'il est, hein, techniquement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis il fait une différence, une passe D au bout, hein, c'est lui qui fait la passe D, je crois, pour Diop. Donc intéressant. Et je vais terminer sur Hez, parce que je pense que Hez, comme beaucoup, on a pensé au match de Toulouse à l'heure de jeu. On a pensé au match de Toulouse, à se dire est-ce que comment ça va se passer, est-ce que ça va céder ou pas. Et je pense qu'il y a pensé aussi à ce moment-là. Il a fait les changements qu'il fallait, il a fait l'adaptation tactique, ça a fonctionné. Et là-dessus, ça fait du bien de voir un coach qui s'adapte. Voilà. Pour mon dossier, oui. Parce que tu t'es dit qu'il fallait regarder devant. J'ai jeté un petit coup d'œil sur le calendrier là. Prochaine journée, on a Monaco-Lille. Ça, c'est très bon. On a Lyon qui joue contre Paris. C'est très bon aussi. Après, on a Lille qui doit jouer contre Paris. Et juste à titre de comparaison, je trouve qu'on a plutôt un bon calendrier, dans le sens où, à part Paris au Parc des Princes, où ça va être compliqué, les mecs sont invaincus, mais avec l'équipe de tête de con qu'on a, le fait que ce soit vraiment en fin de saison, et le fait que Mofi va retrouver son jardin, on a toutes les chances de prendre 3 points contre Paris. Surtout, tu vois, si Jérémy Boga, tu lui dis grosse audience, gros match, le mec il va mettre triplé, on va pas comprendre. Mais à part ça, en fait, ouais, Pierre. Ouais, non, je disais juste, il y a de fortes chances effectivement que le 27 avril, Paris soit déjà champion, quoi. Donc voilà. Et je sais qu'ils sont invaincus, ils auront peut-être encore ce challenge à jouer. Ce serait, voilà, c'est pas un titre, hein, mais ça ferait plaisir. Et dernière chose, pour les gros matchs du top 6 qui nous restent à jouer, il nous reste, ou top 5, je sais plus trop où j'en suis du classement, mais il nous reste Lyon à domicile et Monaco à domicile, qu'on se le dise. Donc c'est tout bénef. Il nous reste 2 gros matchs à domicile. Je trouve que le calendrier Et donc Paris. est favorable. Paris, il nous reste Paris. Mais franchement, ça va le faire. Messieurs, merci beaucoup pour votre venue dans l'émission, pour ce numéro également. L'OGC Nice a gagné le foot et franchement, on est heureux de ça. Rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de Nice-Montpellier. Pierre, Matt, merci à vous les gars.
Passez Avec une plaisir. excellente semaine. Prenez soin de vous, la Baeta et Issa Nissa. Très bonne semaine. Ciao, Pancho. À bientôt. Merci pour la réquisition.